On parle toujours de sécurité, mais cette fois au Burkina Faso voisin, avec notre invité Lionel Bilgo, ministre de l'Éducation nationale, porte-parole du gouvernement. Bonsoir. Bonsoir. Le début de semaine a été marqué par la mort de 8 civils lors d'une attaque à Sandiaga lors d'un baptême. Ce n'est malheureusement pas un acte isolé. Dans le nord, Boulonga et Alga ont été visés ce week-end. Et Seitanga, il y a une vingtaine de jours, avec un bilan très lourd, 80 civils tués. La situation sécuritaire est très préoccupante au Burkina Faso. Pas qu'au Burkina Faso, où la situation sécuritaire est très préoccupante dans le Sahel. Il y a le nord du Burkina, mais il y a aussi l'est du Burkina qui est gangréné par des groupes terroristes. L'armée fait des efforts, monte en puissance, développe ses stratégies, prend de plus en plus en étau les groupes armés terroristes, mais vous voyez très bien que cette situation commence à se répandre dans les pays voisins. Vous venez de parler de cela tout à l'heure avec le Bénin. C'est le même cas qu'au Burkina Faso, au début de la crise malienne, où en tout cas on était comme insouciant par rapport à ce qui se passait chez le voisin, et finalement on se réveille avec la gueule de bois. Je vous propose de regarder un extrait. Nous sommes le 23 juin, coup d'État au Burkina Faso. Le capitaine Ouédraogo, porte-parole de la junte, 23 janvier, pardon, le capitaine Ouédraogo, porte-parole de la junte, s'exprime. On l'écoute. Les événements d'aujourd'hui annoncent en effet une ère nouvelle pour le Burkina Faso. Ils sont une opportunité pour tout le peuple burkinabé de panser ses plaies, de reconstruire sa cohésion et de célébrer ce qui a toujours fait notre identité, à savoir l'intégrité. 5 mois et 6 jours plus tard, la situation est quasiment la même. Est-ce que c'est un échec pour le président Damiba ? C'est vous qui dites que la situation est quasiment la même. Il met tout l'air que vous n'êtes pas au courant de tout ce qui se passe au niveau sécuritaire au Burkina Faso. Il y a quelques jours, Mahamadou Issoufou, médiateur de la CEDEAO, a dit que 40% du territoire est hors du contrôle. La 40% du territoire était déjà hors du contrôle. C'est pas une nouveauté. Donc la situation est donc la même. 2 tiers du territoire burkinabé étaient déjà sous contrôle. Et également, le groupe de la CEDEAO qui est venu au Burkina bien avant Mahamadou Issoufou ont bien pu constater qu'il y a eu des progrès. Ils l'ont dit dans leur communiqué et des populations sont retournées et occupées certaines localités qui ne pouvaient pas du tout occuper. Donc, à un moment donné, c'est vrai, il y a une situation préoccupante. La situation est très chaotique, ça c'est vrai, mais il y a une résistance qui se mène. Il y a une montée en puissance d'une armée qui se bat comme de beaux diables pour non seulement récupérer l'ensemble du territoire et amener l'accalmie dans certaines localités. Je voudrais qu'on évoque justement la stratégie militaire avec les zones d'intérêt militaire où toute présence humaine est interdite. C'est une nouvelle stratégie qu'expérimente l'armée ? Non, écoutez, la zone d'intérêt militaire, c'est justement aller là où se trouve ce terroriste et ces groupes armés terroristes qui minent en fait, en réalité, la vie paisible de nos populations. Ces zones d'intérêt militaire ont été identifiées comme un fourneau de terroristes et il y aura une montée en puissance de l'armée dans ces zones-là pour non seulement sortir de la défensive comme c'était par le passé et aller justement à l'offensive. Et ces zones d'intérêt militaire, un ultimatum a été donné pour que les populations qui sont restées, les quelques rares populations, parce qu'il faut le noter, ces zones avaient déjà été désertées, les milliers de réfugiés et de personnes déplacées internes viennent principalement de ces localités-là. Donc en réalité, ce sont des localités sous emprise terroriste, maîtrisées par des hommes armés terroristes, par des groupes armés terroristes, et qui en ont fait leur bastion. Et l'armée va monter en puissance et aller justement à l'offensive sur ces zones-là. Justement, concernant les populations, qu'est-ce qui est prévu ? Est-ce qu'il y a des compensations qui sont prévues ? Comment ça va se passer ? Pour se déplacer, par exemple. Écoutez, il y a une stratégie de mise en place depuis maintenant plusieurs années pour justement accueillir ces personnes déplacées avec l'aide donc de la communauté internationale, notamment des ONG qui font un travail formidable au Burkina Faso, aux côtés du gouvernement burkinabé. Et cette stratégie continue. Il y a une action humanitaire qui est mise en place pour accueillir ces personnes déplacées, y compris leur accueil, mais aussi leur réinsertion sociale dans certaines localités du territoire. Il y a déjà 2 millions de déplacés internes au Burkina Faso. Oui, à peu près 2 millions et quelques de déplacés internes. Et ces déplacés internes sont accueillis, sont pris en charge par le ministère de l'Action humanitaire et par aussi l'aide de certaines ONG qui participent justement à juguler cette crise humanitaire que crée le terrorisme au Burkina Faso. Vous avez évoqué une armée qui monte en puissance. Est-ce que l'armée burkinabé coopère avec l'armée française dans des opérations antiterroristes ? Moi, je pense qu'il faut sortir de cette focalisation extrême que vous faites tout le temps avec l'armée française. Il a été clairement dit que le Burkina Faso va
diversifier sa coopération. Il n'y a pas que l'armée française, il y a d'autres. Il y a donc l'armée française. Il y a d'autres. Écoutez, l'armée française est présente dans le Sahel, depuis le G5 Sahel, depuis Barkhane. Ce n'est pas une nouveauté pour vous. Et donc, nous sommes arrivés. Il y a d'autres partenaires qui sont sur le terrain, qui participent dans l'effort de guerre. Il n'y a pas que l'armée française. Vous savez que dans l'accompagnement de la crise sécuritaire dans le Sahel, il y a les Anglais, il y a les Américains, il y a les Italiens, il y a tout type de coopération. Pourquoi faire une focalisation sur un seul pays? Non, mais cette question revient très souvent. Et à un moment donné, il faut penser qu'il y a d'autres pays aussi qui participent. Vous y avez répondu, donc c'est parfait. Il y a d'autres pays qui participent à cet effort de guerre, il faut le reconnaître. À part la France, les Américains, est-ce que la Russie, par exemple, vous soutient je vous ai cité au-delà de la France et des Américains, je vous ai cité d'autres pays, notamment par exemple le Canada aussi participe. Oui. Donc il y a des efforts conjugués qui se font dans le Sahel et qui vont au-delà d'un seul pays. Il y a plusieurs pays qui conjuguent leurs efforts. Ce n'est pas suffisant. Nous appelons à ce que ces efforts se multiplient davantage et que la communauté internationale porte un regard particulier sur le Sahel. À l'issue du récent Conseil supérieur de la Défense nationale, il y a eu d'autres annonces. On va écouter le lieutenant-colonel Yves-Didier Bamouni. Il est constaté des faits d'abandon de positions opérationnelles et de matériel par des agents des forces de défense et de sécurité engagés en opération contre le terrorisme, notamment sous menace terroriste ou lors d'harcèlement par les groupes armés. Cette situation qui expose davantage les populations civiles à protéger leurs biens ainsi que les autres unités dans la sécurisation du territoire national contribue à renforcer les capacités logistiques des groupes extrémistes violents. Est-ce que ces abandons de position, ce n'est pas le signe d'une armée qui va mal finalement? Non, pas du tout. Écoutez, vous savez très bien que dans les prises de position, un objectif est de prendre position dans une localité pour défendre la localité. L'autre objectif, c'est que cette position soit renforcée et de taille. La plupart des attaques terroristes sur des positions de l'armée étaient des positions assez faibles en termes de ressources humaines. Et donc, les terroristes étaient en nombre supérieur, y compris en termes d'armement. Donc, il faut revoir la stratégie pour créer ce qu'on appelle des bulles d'action armée par endroit, renforcer la capacité de nos armées dans les positions les plus reculées en termes de ressources humaines, mais aussi en termes de capacité. Il n'y a pas d'abandon. Et je vous dis, le Burkina est engagé dans cette guerre depuis plusieurs années. Aucun centimètre de notre territoire ne sera abandonné, même si aujourd'hui, il y a des localités qui sont complètement désertes où l'administration ne s'y est pas. Et il faut dire que nous sommes en pleine résistance et en train de travailler justement pour récupérer ces localités-là. Il y a quelques jours, le président de transition, Paul-Henri Damiba, a reçu le président renversé en janvier, Roch-Marc Christian Kaboré. Cette rencontre, je cite, témoigne de la volonté de la réconciliation du chef de l'État pour un Burkina uni, déterminé et solidaire dans la lutte contre l'hydroterrorisme. Recevoir le président qui a été renversé il y a quelques mois, est-ce que ce n'est pas finalement un aveu d'échec pour le président? Est-ce que vous ne pouvez pas voir de là une certaine forme d'humilité, une modestie et une grandeur d'esprit des deux hommes? Est-ce que vous ne pensez pas que le Burkina Faso souffre déjà assez pour continuer encore à s'entre-déchirer entre des personnes d'une même famille? Est-ce que vous ne voyez pas en ce geste-là une capacité de s'oublier et de penser justement aux populations burkinabées? Moi, je pense que c'est tout à l'honneur des deux chefs d'État et c'est tout à l'honneur de toute personne qui est capable de s'oublier, d'oublier son égoïsme personnel pour aller de l'avant et permettre aux Burkinabés de se réconcilier. J'ai dit tantôt que le Burkina Faso fait face à deux guerres, une première guerre terroriste et une deuxième guerre fratricide. Tant qu'on ne va pas résoudre cette question de guerre fratricide, il nous sera difficile, non pas impossible, difficile, parce que nous allons y arriver quant à cette guerre terroriste, mais il nous sera difficile, tant que nous serons déchirés entre nous Burkinabés, d'arriver le plus rapidement possible. Il faut que le peuple burkinabé se réconcilie. C'est un appel à la réconciliation et cette réconciliation, la jeunesse burkinabé est mobilisée et nous l'attendons de pied ferme. Qu'en est-il de la situation de l'ancien président Roch-Marc Christian Kaboré? Est-ce qu'il est libre de ses mouvements? Il est allé rendre visite au président Paul-Henri Damiba, c'est vous qui venez de le dire. Donc c'est une forme aussi quand même de mouvement. Et je pense très sincèrement que la question donc, du président Roch-Marc Christian Kaboré est une question amplement discutée, y compris avec la CEDEAO, mais aussi avec toutes les personnes qui sont venues rendre visite au Burkina, qui ont souhaité aller rendre visite au président Roch-Marc Christian Kaboré. Ces conditions ont été allégées. La preuve, il a quitté une première résidence pour rejoindre une résidence de son choix. Au mois d'avril. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il faut plutôt regarder de l'avant, scruter l'horizon
un horizon qui doit être rempli de paix, d'entraide et de solidarité entre les Burkinabés. Et le geste que le président Roch Marc Christian Kaboré et l'actuel président Paul-Henri Damiba viennent de poser en compagnie du président Jean-Baptiste Ouédraogo. Le président Michel Kafando n'y était pas pour des raisons de santé, mais en tout cas, c'est un geste de qualité, de grande facture pour l'ensemble de la population burkinabé. Et nous attendons vivement qu'il y ait une vraie réconciliation dans notre pays. Vous avez évoqué la CEDEAO. Mahamadou Issoufou, l'émissaire de la CEDEAO, a réitéré la demande de libération sans condition de Roch Marc Christian Kaboré. Écoutez, il est dans son droit de réitérer. Et il ne l'a pas dit comme ça, comme vous le dites tout de suite. Il l'a dit tout simplement qu'il souhaite vraiment que le Burkina Faso tourne une nouvelle page. Et je pense il a évoqué le cas de Roch Marc Christian Kaboré. Mais pas une libération sans condition. Le président Mahamadou Issoufou a été vraiment d'une courtoisie extrême avec le Burkina. Il a d'ailleurs dit que le président Paul-Henri Damiba était d'une ouverture extraordinaire. Il l'a remarqué. Et donc, tout s'est très bien passé. C'est très bien passé. Le tableau n'est pas à peindre en noir. C'est vraiment un débat de qualité, une discussion, un dialogue de qualité entre les mêmes hommes. Et l'acte qu'a posé le président Roch Marc Christian Kaboré et le président Damiba en se rencontrant, en discutant, est un acte fondamental et nous devons retenir que cela. Il nous reste très peu de temps. En un mot, vous attendez quoi de ce prochain sommet de la CEDEAO qui se tiendra à Accra ce dimanche? Écoutez, moi je pense que la CEDEAO est dans une bonne prédisposition avec le Burkina Faso. J'ai assisté à plusieurs rencontres avec les délégations de la CEDEAO. J'ai participé à des dialogues de haut niveau, à un niveau de compréhension et d'explication. Il y avait un problème sur le terme acceptable de la durée de la transition. Nous avons demandé à la CEDEAO de mettre un contenu dans le mot acceptable, parce que ce qui est acceptable pour vous ne l'est pas forcément pour moi. Et je pense très sincèrement que le Burkina Faso, qui considère la CEDEAO comme un bel instrument, souhaite vraiment participer avec la CEDEAO à lutter contre ce terrorisme-là. Lionel Bigot, ministre de l'Éducation nationale, porte-parole du gouvernement burkinabé, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie.